Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, il est 11 heures, c'est l'heure de Confine Live. Vous avez désormais pris l'habitude de nous attendre et de nous suivre. Merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc on en profite. Alors, je te laisse le soin, tranquillement, de nous présenter les invités dans l'ordre que tu souhaites. Et bon, je connais ta galanterie pour penser que l'ordre va être respecté. Eh bien, tout à fait. On va commencer avec Mathilde, bien évidemment, qui est la seule jeune femme avec nous ce matin. Avec Mathilde, c'est le rallye en famille, hein, puisque elle débute il y a 10 ans, tout juste 10 ans, avec Mathieu, son frère, qui avait débuté quelques années plus tôt dans le cadre de la formule Peugeot. À l'époque, c'est le volant Peugeot avec les 207, 2010, 2011. Ensuite, ils passent tous les deux à la 208 Rally Cup et en 2014, là on est en 2013, en 2014, Mathieu fait l'acquisition d'une Fabia S2000 et là il s'attaque au championnat de France des rallyes sur terre et ma foi ça marche plutôt bien puisqu'il joue le titre en cette année 2014. Mathieu, son frère, est vice-champion de France des rallyes sur terre. Mathilde est vice-championne de France des copilotes sur terre. Et puis ensuite, ils passeront à la Fabia R5 avec des rallyes principalement sur terre, sur quelques apparitions également en championnat de France. Et puis cette année, eh bien, Mathilde a déjà débuté sa saison, elle, puisqu'elle a disputé le rallye de Monte-Carlo. Elle a fait quelques infidélités à Mathieu et ce rallye de Monte-Carlo 2020, elle l'a disputé avec le vice-champion de France des rallyes juniors, Victor Cartier, avec une Fiesta R2. Ils se sont bien classés d'ailleurs puisqu'ils ont pris la troisième place de la classe RC4. Et puis Mathilde, ne l'oublions pas, a eu l'occasion de monter sur la première marche d'un podium. C'était chez eux là-bas sur le rallye de Haute-Provence qu'ils ont remporté à 2 reprises en 2013 et en 2014. Voilà en gros ce que nous a fait Mathilde depuis ses débuts. Superbe présentation, merci Philippe. 4 Monte-Carlo, je crois, au total, un rallye du Portugal aussi pour le mondial ou à l'extérieur. Mathilde, salut, dis-nous déjà comment tu vas. Ça va très bien, le confinement se vit plutôt bien pour moi. Ça n'a pas forcément changé grand-chose parce que je travaille, donc voilà. Ok, donc toi tu vis avec les chevaux au quotidien, donc forcément obligé de sortir, l'écurie, l'entretien, les nourrir, etc. Hein. C'est ça. Et puis je bosse avec mon frère aussi dans l'entreprise familiale. J'ai 2 jobs. Du coup, je m'occupe des chevaux et de l'entreprise familiale. Tiens, très rapidement, comment va Mathieu justement ? Il va très bien. Ouais, en prenant le boulot, donc voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Philippe. Allez, on passe à Mathieu maintenant. Mathieu Baumel, alors lui, il est parti très rapidement, hein, des débuts un peu originaux. Il a débuté dans le rallye aux côtés de Manu Guigou, hein, c'est pas banal quand on sait ce qu'ils sont devenus après. Et puis très rapidement, on le retrouve dans l'équipe Peugeot officielle aux côtés de Fabrice Morel. Hein, c'était en 2001, c'était les débuts de la 206 Super 1600. Il dispute 2 rallyes avec Fabrice Morel dans le cadre du championnat de France. L'année suivante, il est aux côtés de Brian Bouffier et tous les deux, ils remportent le volant. Ce qui leur permet l'année suivante de se retrouver également au sein de l'équipe Peugeot Sport du Super 1600 en 2003. Donc avec Brian Bouffier, ils sont équipiers de Cédric Robert qui était avec nous le samedi dernier. 2004, Mathieu Baumel, il reste toujours dans le giron constructeur, hein, puisqu'on le retrouve aux côtés de Guerlain Chichery. En tant qu'officiel, Guerlain Chichery qui vient de remporter le trophée Saxo T4 et qui se voit offrir un programme dans le junior WRC, dans l'IRC. Et ensuite, on le retrouve avec des saisons un peu incomplètes aux côtés de Brice Tirabassi. Aux côtés, il revient avec Brian Bouffier.
Et en 2008, là, il se tourne vers le Moyen-Orient déjà, puisque pendant quelques saisons, il va être aux côtés de Yasser Al-Raji dans le championnat du Moyen-Orient, dans des rallyes de WRC, dans l'IRC également. Il revient 2012-2013 un peu sans programme bien défini. On le voit aux côtés de Romain Dumas, entre autres, pendant ces 2 saisons sur des épreuves du championnat de France, sur des épreuves de Coupe de France dans la Porsche. On l'a même vu dans la PGO sur un Cévennes. Et puis en 2015, là, c'est le tournant. Il s'installe dans le baquet de droite aux côtés de Nasser Al-Attiyah. Et là, c'est le feu d'artifice, parce que Nasser Al-Attiyah est un pilote déjà qui a beaucoup d'expérience. Et tous les deux, ils vont. Je me souvenais plus exactement le nombre de victoires. J'ai eu l'occasion lors d'une de ces interviews de l'apprendre. 54 victoires aux côtés de Nasser Al-Attiyah en quelques 5 ans, partout. Rallye Raid, bien évidemment, avec 2 victoires au Dakar, le championnat du Moyen-Orient qu'ils ont remporté à chaque fois, une belle victoire qui est peut-être passée un petit peu inaperçue, mais peut-être qu'il aura l'occasion, Mathieu, de nous en parler tout à l'heure. C'est dans le WRC2. Également parce que Nasser Al-Attiyah n'est pas qu'un pilote de rallye raid et puis vainqueur de la Coupe FIA des rallye raid. Enfin voilà quoi, 54 victoires en 5 ans, ça veut tout dire. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir un peu plus en détail là-dessus. En ce qui concerne Mathieu Baumel. Salut Mathieu, on parle d'hyperactivité dans un déroulement normal de ta saison. Je pense que tu es par Mont, par Vaux, très peu à la maison. Aujourd'hui, sans nous parler du confinement, mais bon, on est sur une 5e semaine, on commence un peu à rentrer dans le dur, même si je peux imaginer que retrouver la famille, ta femme, les enfants, il y a quand même quelque chose d'agréable. Ouais, bonjour à tous déjà. Très beau résumé, Philippe, merci. Ça remémore un peu des choses, c'est très très sympa. Et c'est vrai que quand on passe entre 250 et 300 jours de l'année à l'extérieur, sans la famille, et donc en l'occurrence avec Nasser Al-Attiyah, le fait là d'être à la maison, au début on trouve ça bien. Donc après, c'est vrai que maintenant on attaque la 5e semaine. Je pense qu'on n'est pas prêt encore de sortir et de retourner dans nos voitures de course. Donc voilà, c'est le petit train-train qui se met en place avec les devoirs des enfants le matin. On reste actif en faisant du sport parce que le jour où ça va reprendre, il va quand même falloir être au top de suite. Et je ne sais pas quand ça va arriver, mais il faut garder tout ça en mémoire et un peu d'activité. Donc on a la chance, nous, ici, d'être à la campagne et d'avoir un peu de place autour de la maison. Donc c'est vrai qu'on vit ce confinement plutôt bien pour l'instant, mais ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais. La situation au Moyen-Orient, c'est quoi? C'est décalé? Ils sont derrière nous, ils ont de l'avance. Tu as quelques infos là-dessus? Alors Nasser, déjà ils sont beaucoup moins que nous, donc c'est plus facile à gérer, en tout cas pour ce qui concerne le Qatar. Ils sont un peu en décalage, mais en retard sur nous, parce que c'est arrivé après nous. Mais par contre, ils ont des moyens là-bas que nous, on n'a pas en France. Donc, clairement, ce que nous, on n'a pas, les masques, le gel, le nettoyage, la quarantaine réelle, eux, ils l'appliquent à 100%. Alors que quand je vois que nous, sur les images à la télé, il y a encore des gens qui se promènent c'est complètement aberrant. Donc, je pense qu'ils sont en retard, mais qu'ils vont pas tarder à nous passer devant au niveau du retour à la vie normale. T'as raison de le souligner, c'est un peu un joyeux bordel quand même en France et bon, voilà, on n'est pas là nous pour juger les gens, mais il faudrait quand même continuer encore à rester chez soi un petit peu. En tout cas, nous, tant que tout le monde reste chez soi, Confine Live aura la chance de durer. Exactement. Voilà. Et merci de donner la parole aux copilotes, c'est pas banal. Tu disais tout à l'heure, on les voit jamais, là, voilà, on est là devant vous. Posez des questions. C'est ça. On nous voit bien d'ailleurs, Mathieu. Attends. Allez, on passe à Benjamin Veillas qui est avec nous. Alors on l'a dit tout à l'heure, Benjamin est le plus ancien là de vous tous. Lui, il a débuté en 97.
C'est un pilote. Alors, il a passé un copilote qui a passé beaucoup de pilotes. Hein. Il a une longue expérience, aussi bien sur l'asphalte que sur la terre. Il a fait un petit peu de challenge saxo au début. Son premier WRC, c'était le Tour de Corse en 99, avec Franck Lyons déjà, parce que Benjamin Veillas est associé à Franck Lyons obligatoirement. Hein. Même s'il n'a pas fait des saisons complètes avec lui, il est toujours revenu avec Franck Lyons. Ensuite, on l'a retrouvé principalement sur des rallyes terre avec des garçons comme Paul Chios, comme Nicolas Lansac, avec qui il a beaucoup roulé également. Il a roulé également avec Laurent Battu, il a roulé avec Christophe Ferrier. On l'a vu en formule Peugeot avec Christophe Ferrier, Benjamin. Et puis Franck Lyons, toujours. On l'a vu disputer un rallye de Monte-Carlo avec Nicolas Vouilloz, où ils avaient pris la 7e place. C'était en 2011, ça. Et en 2012, c'est une saison qui lui a permis de remporter son premier rallye de championnat de France. C'était aux côtés de Stéphane Sarrazin avec la 307 WRC. Et ils avaient remis ça la même année. Deuxième victoire pour Benjamin Veillas dans le championnat de France. C'était au rallye du Mont Blanc. D'ailleurs, on aura peut-être l'occasion là sur cette première victoire au Limousin de revenir, parce qu'il y a quand même une belle anecdote. Et puis à partir de 2015, c'est Eric Camilly. Il devient le copilote d'Eric Camilly. Et là, il accompagne Eric sur toutes ses campagnes mondiales au sein du team M-Sport, que ce soit en WRC, WRC2. Et puis depuis quelque temps, il est l'ouvreur d'un certain Sébastien Ogier. Et là aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Ouais, effectivement, Benji, salut. Alors, dis-nous, toi, alors, tu as le plus beau cadre, hein, derrière. En fait, on est un peu jaloux. Merci. Un beau ciel bleu et ces deux haies là qui sont taillées merveilleusement bien, la symétrie, tout est OK. Comment tu vas? Ça va, super. Je suis content d'être avec vous. Pour les deux cyprès, c'est moi qui les ai taillés derrière. Donc, d'accord. Voilà, merci à toi, Eric. Est-ce que tu as juste à lever les bras pour aller au... Là, non? Non. Par contre, il faut que je mette l'échelle, mais voilà. Non, mais je suis vraiment content d'être avec vous. C'est cool, justement, que vous fassiez une émission pour les copilotes. Juste, Philippe, j'ai fait aussi en 2010 avec Nico Vouilloz. On avait fini 3e du Monte-Carlo pour la première année. Voilà, avec Skoda, toujours. Exact. Te redire. Tout à fait. Et puis voilà, et écoutez, j'espère qu'on va parler un petit peu de tout. Et j'ai vu votre émission, donc un peu décalé, donc très content d'être avec vous. Ouais. Vous avez tous les quatre des profils différents, évidemment, des copilotes, il y en a plein, on aurait pu en inviter plein d'autres, on s'excuse par avance de ne pas les avoir invités, mais on a vraiment essayé, voilà, on a 4 profils différents, vous faites tous le même job, mais peut-être pas de la même manière, et puis voilà, on essaiera un petit peu de développer tout ça. Est-ce que tu as des nouvelles de Nicolas Vouilloz encore ces derniers temps? On le voit plus trop, hein. J'ai des nouvelles, oui, de temps en temps, sur les réseaux sociaux, et puis on essaye de s'appeler de temps en temps, mais c'est quand même très compliqué parce que Nico est un peu à droite à gauche. Mais il continue l'enduro à vélo sur les vélos électriques. Et voilà, après le rallye, je sais que ça le passionne toujours. Il aimerait toujours revenir, mais bon, ça coûte tellement cher, c'est tellement compliqué aujourd'hui comme passion que voilà. Mais il va bien. Ok, en parlant de cher, je vous avertis d'avance, on va parler d'argent à un moment ou à un autre. Hein. Allez, Philippe, à toi. Allez, on va en terminer avec le palmarès. On survole, hein, bien évidemment, on ne rentre pas dans les détails parce que vous êtes 3 à avoir 20 ans de carrière, Mathilde 10 ans, ça serait beaucoup trop long de rentrer dans les détails. Avec Jérôme Degout, qui a un parcours un peu particulier, Jérôme. Hein. Autant Mathieu Baumel est parti très rapidement vers le haut niveau et il a connu le système constructeur très très tôt. Jérôme, lui, a mis du temps. Il a participé au rallye de Coupe de France, rallye régionaux, rallye nationaux, avec des bons pilotes, hein, avec des pilotes qui allaient vite. Hein. On l'a vu avec des garçons comme Thomas Barral, Benjamin Perrin, Fabrice Morel également, Hervé Poudrel, Patrice Bonnefond et puis bien d'autres. Le déclenchement pour Jérôme, ça a été 2008, lorsqu'il s'installe pour la première fois aux côtés de Gilles Nantais. Là, il commence à remporter des scratchs. Et ça va aller très très vite. Ensuite, il rencontre David Salanon. Là aussi, il remporte des scratchs. Il remporte 2 finales, la finale d'Anglais, la finale d'Autun. Il rencontre Jean-Marie Coq.
Et là aussi, ça va partir en flèche hein, sur les deux surfaces, terre et asphalte. Et puis Sylvain Michel, d'autant de pilotes qui lui ont permis de remporter la bagatelle d'une quarantaine de victoires au scratch. 2 titres de champion de France, un titre sur la terre, champion de France de copilote, un titre sur l'asphalte. Je l'ai dit tout à l'heure, 2 victoires en finale avec David Salanon et la 306 Maxi, anglais et Autun. Et puis quelques belles victoires, hein, 5 victoires en championnat de France des rallyes, et puis tous les rallyes du championnat terre avec Jean-Marie Coq, hein, tu les as tous remportés, il me semble, ce qui fait de toi aujourd'hui un copilote qui a une très très belle carte de visite. Et puis Sylvain Michel, on ne l'oublie pas également, hein, avec une campagne européenne entre autres après le titre acquis en 2016. GG, t'es à l'image de Johnny, t'es un peu le taulier là en fait, hein, t'es le copilote qui peut passer du rallye du sel à la plus grande épreuve française. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir, Jérôme. Pour toi, c'est une première. Tu es une buse en Internet. Tu découvres Internet en fait, apparemment. Donc Skype et tout ça, on a réussi à te faire gagner 10 ans en moins d'un quart d'heure. Comment tu vas, Gégé? Ça va super, merci. Merci Eric. Après un beau palmarès comme l'a dit Philippe, je ne sais pas si c'est un beau palmarès, mais tu viens de me casser au niveau Internet, donc tout retombe. Ouais. Non, mais bien sûr, on sait que voilà, on sait que tu es un grand passionné et puis tu arriveras à te passionner à Internet. Tu verras, on arrive à parler aux gens assez facilement de chez soi avec un écran partagé. Tu vois bien. Dis-nous comment tu vis ton confinement. Toi aussi, tu as les enfants, un peu comme Mathieu Baumel, il faut faire l'école tous les matins, c'est ça? Voilà, il faut faire l'école. Alors j'ai le tout petit là, en petite section de maternelle et je crois que c'est le plus dur à gérer parce que c'est une tornade. Ouais. Il me parle que de Tanak, de Johan Rossel, Johan Bonato et il s'en fout de son père. Et puis la grande, ça va, elle est autonome à l'école, donc voilà. Non, mais c'est pas facile, c'est pas évident, même pour les enfants, même pour tout le monde. Alors cette année, j'avais dit que je levais grandement le pied en rallye, mais je m'aperçois qu'avec le confinement, ça me manque énormément. D'accord. Ok, bon, ça nous manque à tous, hein. Forcément, on est des passionnés, vous en compétition, nous les amateurs ou les médias, ça nous manque et bon, on est obligé de faire avec et de rester patient tout simplement. Professionnellement, toi, Gégé, tu continues à aller au travail, au boulot ou... Alors, j'ai continué au début et puis après, il y a eu une suspicion, mon collègue de travail a eu une suspicion de Corona, heureusement, c'était pas ça. Par contre, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils m'ont mis à la maison. Du coup, je devrais rattaquer dans 15 jours, mais c'est pareil, je languis de rattaquer quand même. Le lien social, c'est important. Hein. Ouais. Ok. Bon, ça y est, on a fait les présentations. Oui. On a une belle brochette, hein, Philippe. On est particulièrement absolument. Heureux. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir. Allez, on commence par Mathieu. Tiens, j'ai évoqué tout à l'heure dans ton palmarès, bien évidemment, Nasser Al-Attiyah. Tu nous confirmes, 2015, ça a vraiment été un grand tournant pour toi de rencontrer Nasser et de faire avec lui ce que vous avez réalisé là depuis 5 ans. Explique-nous un petit peu. D'abord, comment tu as fait sa connaissance? Comment tu t'es retrouvé à côté de ce garçon? Alors en fait, le grand tournant, il n'est pas en 2015, il est bien avant, il est en 2005. C'est lorsque la FFSA et AESO ont organisé le Dakar Challenge, enfin le Challenge Dakar à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est ça qui nous a permis avec Guerlain de changer un peu de trajectoire avec des rallyes qui étaient un peu en dents de scie, un coup dehors, un coup cassé, un coup à l'arrivée, mais pas dans les points. Enfin, c'était très compliqué. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire après ça? Et il y a cette opportunité qui s'est présenté d'aller participer au Dakar. Donc, il y avait des règles à respecter, hein, moins de 25 ans, pas d'expérience de rallye raid, donc de navigation. Et nous voilà embarqués dans cette histoire et ça nous a vraiment plu, attiré, qu'on s'est dit il faut tout faire pour rester en rallye raid. C'est ça notre futur, en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire. Et dès l'année d'après, grâce à notre premier Dakar avec un bowler, donc c'était une petite bagnole mais qui nous a permis de faire nos preuves,
on s'est retrouvé en fait dans l'équipe BMW. Donc c'était des X5 et des X3 à l'époque, même équipe que maintenant, X-Red. Et c'est là en fait que j'ai fait la connaissance de Nasser. Et à cette époque, donc Nasser qui roulait avec un autre copilote, le relationnel a déjà été très très fort à cette époque-là. Et il m'a toujours dit, écoute, si je peux t'aider pour faire quelque chose, pour évoluer, demande-moi. Si je peux le faire, je le ferai volontiers. Et ma demande à cette époque-là a été de vouloir rouler avec des pilotes étrangers, parce que je n'avais roulé qu'avec des pilotes français. Et je sentais bien que si je voulais évoluer, en France, c'était un peu saturé. Donc je critique pas du tout, mais quand on a fait plusieurs années d'affilée le championnat de France et qu'on refait toujours les mêmes épreuves aux mêmes endroits, bon ben on a envie d'aller voir un peu ailleurs. Donc quand on commence à te dire tu vas rouler en championnat d'Europe, puis après en championnat du monde, puis après on va aller faire des rallye raids, waouh, on va au Maroc, après on va en Argentine, enfin voilà, tout ça, ça m'a vraiment plu. Et c'est ce qui m'a poussé à vouloir essayer d'aller rouler avec d'autres pilotes. Et Nasser a grandement poussé dans cette direction-là. Et c'est lui, en fait, qui m'a fait venir rouler au Moyen-Orient avec, au début, tu l'as dit, Yazid Al-Raji. Mais d'autres aussi, parce qu'en fait, il m'a fait rouler avec son cousin, son frère. J'ai fait toute la famille là-bas, mais ça m'a permis d'acquérir l'expérience des notes en anglais et surtout des rallyes hors France ou hors, en tout cas, de ce que je connaissais. Donc, tu vois, tu l'as dit, je me suis vite retrouvé dans des voitures officielles quand j'ai débuté, mais à mon avis, c'est allé même trop vite parce que tu penses que tout est arrivé, tu penses être bon et en fait, tu ne l'es pas. Donc, ça m'a décalé un peu dans le temps, je pense, au niveau de l'acquis, enfin des acquis et de l'expérience, mais que j'ai réussi à retrouver avec l'aide de Nasser en allant au Moyen-Orient. Et de là, en fait, en ayant discuté de ça avec Nasser plus tard, en fait, Nasser, il avait vraiment une idée derrière la tête, c'était de dire, ce petit jeune-là, il sait faire du rallye, il sait faire du rallye raid, mais aujourd'hui, il n'a pas l'expérience encore pour rouler avec moi. Je vais le former, et le jour où je jugerai qu'il a le niveau et si j'en ai besoin, c'est lui que j'irai chercher. Et en fait, cette formation, il a commencé avec moi en 2006 et on a commencé à rouler ensemble en 2014. Donc on a fait une course ensemble en 2008 qu'on a gagné. C'était notre première victoire, première course, première victoire. Mais par la suite, ça s'est goupillé. Tout était ouvert pour qu'on puisse rouler ensemble début 2014. Donc un jour, je reçois un coup de téléphone. Salut Mathieu, comment ça va la famille? Enfin comme ils font toujours. Et je dis tiens, tu fais quoi la semaine prochaine? Je dis écoute, je fais rien la semaine prochaine. Je dis fais tes affaires, viens au Qatar, on va rouler ensemble. Donc jusque-là, aucune proposition, rien, et on fait cette course ensemble. On la gagne, encore une fois, et de là, il m'a dit, écoute, t'arrêtes tout, maintenant, on va faire le rallye raid ensemble. Et c'est que l'année d'après, donc en 2015, il m'a dit, en plus, au lieu d'avoir 2 copilotes, maintenant, comme toi, tu sais faire les 2 au niveau dont j'ai besoin, on va faire aussi les rallyes ensemble. Et c'est cette année 2015 qui est extraordinaire avec la victoire au Dakar, le titre de champion du monde en WRC2, le championnat du Moyen-Orient et le championnat du monde des rallye raids, tout ça dans la même année. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et ce qui est beau avec Nasser, c'est que tout se passe toujours bien. Enfin, c'est quelqu'un qui est extraordinaire dans la voiture, en dehors de la voiture. On est ensemble, déjà, je te l'ai dit, environ 250 jours par an, mais on est partir en vacances aussi. Quand on est au Dakar, on partage le même camping-car. Comme ça, on a les mêmes virus. Et puis voilà, du coup, ça se passe très très bien. Et la relation qu'on a dans la voiture avec lui, elle est juste exceptionnelle. Et j'ai jamais eu ça avec d'autres pilotes. Donc c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui a servi grandement à mon évolution. Mathieu, voilà. Très rapidement, justement, dans ton profil, on voulait appuyer un petit peu sur le fait d'annoncer les notes en anglais. Alors avec Philippe, on a envie de dire, tu as le meilleur prof d'anglais francisé. Nasser, quand il parle en anglais, pour nous, c'est easy. En fait, on comprend tout. Donc, tout à fait. Hein, yes, but okay, tomorrow will be better. On devient bilingue avec Nasser, c'est extraordinaire. Non, mais c'est ça aussi qui a facilité les débuts, parce que 2 étrangers parlant anglais, c'est beaucoup plus facile que si j'avais dû rouler vraiment avec un réel anglophone, un vrai anglais. Là, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Ok, donc en fait, vous évoluez tous les 2 ensemble dans le niveau d'anglais, c'est ça?
Ouais, mais après, tu vois bien, pour le rallye traditionnel, ça, c'est rien du tout, parce que on pourrait annoncer des notes en français. Je l'ai fait en arabe aussi, où tu Ah bah pourrais. tiens, on se posait la question avec Philippe. Oui, on en parlait. Oui. Annoncer les Ben, notes en arabe, le cahier à l'envers, donc au de la début, droite à la gauche? ouais, au début, donc avec Nasser, il n'y a jamais eu de souci, mais quand j'ai commencé à rouler avec les cousins, les frères et tout, qui parlaient à peine anglais, ils ne comprenaient pas à droite, à gauche, moins vite. Donc on avait fait un vocabulaire, enfin, ils m'avaient donné le vocabulaire de ces mots-là et j'intégrais ça dans les notes. Donc tu avais on donnait quand même les chiffres en anglais parce que ça c'était un peu compliqué, mais Yamin c'est à droite, Yassar à gauche, et il y avait du Yamin 3 sur un Yassar truc qui ferme aux borges. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué, mais bon, on se démerdait comme ça, quoi. Bon, dis-moi, Mathieu, on te pose une dernière question et on te fiche la paix après. Il n'y a pas de problème. Quand on est le copilote de Nasser Al-Attiyah, est-ce qu'on gagne bien sa vie? Maintenant, oui, mais c'est beaucoup de sacrifices au début. Donc, j'ai roulé plusieurs années pour rien du tout, hein, en 10 ans. J'ai pas le niveau, ou en tout cas le palmarès d'aller demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc, je vais faire mon travail, et si tu es content, tu me donneras ce que tu veux. Donc, ça a commencé comme ça. Et c'est ce qui a fait en fait que ça s'est, je pense, très très bien passé avec Nasser au début, parce que je suis pas arrivé avec des ambitions de dire je roule avec Nasser Al-Attiyah, je vais lui demander le million. Ça marche pas, ça. Donc j'ai plutôt fait l'inverse en disant si tu es content, déjà on continuera ensemble, et puis après on verra ce que tu pourras me donner, ou ce qui pourra se passer. Et en fait au final je me rends compte j'ai toujours eu plus que ce qui avait été prévu, parce que encore une fois c'est quelqu'un de vraiment généreux, et quand il est content et que ça se passe bien, ça se passe très bien pour tout le monde. Il fait de beaux cadeaux, hein. On en a entendu parler un peu. Hein. Merci, Mathieu. Avec plaisir. Allez, on respecte pas l'ordre de l'introduction. Alors moi, c'est avec GG que j'avais envie d'évoquer un petit peu ce boulot de copilote. Alors comme Mathilde, hein, toi le lundi tu retournes au boulot. C'est pas un secret. Tu abordes ça comment déjà le changement de copilote assez fréquent. On a parlé de Kuok, Salanon, Sylvain Michel. Alors là aussi, tu nous parleras un petit peu de la façon de s'adapter. Mais parle-nous un petit peu de ce côté. Alors 100% amateur. Voilà, c'est pas réducteur hein, quand je dis ça. Hein. Non, pas du tout. Ça permet, comme dit Mathieu, en France, tu peux prétendre à rien du tout en termes de salaire. J'ai de la chance que le rallye me coûte plus rien, parce que quand j'ai commencé le rallye, même au copilote, ça coûte de l'argent. Donc là aujourd'hui, je vais au travail. J'ai un travail qui me permet de me libérer facilement. C'est une chance énorme. C'est grâce à ça que j'ai pu faire du rallye. Je pense que c'est d'abord grâce à ça que j'ai pu faire du rallye avant un talent quelconque ou quoi que ce soit. Hein. C'est la facilité à me libérer. Ensuite, je suis pas frustré du tout de pas en faire mon métier. Je suis plutôt admiratif de ce qu'a fait Mathieu ou même Benjamin. Ils sont au niveau mondial. Moi, j'ai des étoiles plein les yeux quand je vois ce qu'ils font, quand je vois ce que fait Daniel Elena, quand j'ai eu la chance de croiser 2-3 fois Julien Ingracia. Voilà. Enfin, je trouve que pour nous, amateurs de base, avoir la chance de pouvoir croiser sur son sport les stars de son milieu, c'est juste génial, quoi. Il n'y en a pas beaucoup qui croisent des Cristiano Ronaldo, ceux qui aiment le foot. Hein. Nous, on a la chance de croiser les plus grands copilotes sur des rallyes. Et moi, je suis plutôt admiratif des gens qui ont réussi à en vivre et bien en vivre. Et puis moi, j'ai eu ce que j'ai eu, j'ai vécu mes rêves d'enfant, et ça n'a pas de prix. Je crois que c'est la plus belle des choses. Moi, si on m'avait dit un jour que j'allais copiloter Nantais, Kuok, ou Salanon, j'y aurais jamais cru. Même les frères Poudrel, moi je les voyais passer avec l'R5 Turbo, les Porsche. Ma voiture préférée, c'est comme Daniel Lena, c'est la Sim 1000. J'ai attaqué en Sim 1000, donc je veux dire sur toute la ligne. Je suis un privilégié et j'ai pas le droit de me plaindre. Après, j'ai la chance de rouler quelques fois en Suisse, et comme a dit Mathieu, ils ont une autre philosophie de l'approche de la personne qui est à droite, et t'as la chance d'être défrayé, donc c'est déjà bien, quoi. Et puis c'est pareil avec Sylvain, il me défrayait aussi.
Donc à partir de ce moment-là, il y a quelques jours sans solde, et ben c'est gommé. Et puis surtout, ça impacte pas. Le but, c'est de pas impacter le budget familial, parce que c'est une passion assez égoïste, parce que les gens qui te suivent, ils sont à fond derrière toi, ils se font du souci, les parents, les amis, les enfants, et sans cette solidarité familiale et des amis, et ben tu peux pas aller très loin non plus, hein. Donc c'est un juste équilibre à trouver. J'ai jamais été professionnel, mais je m'en plains pas. Ok. Alors, on voulait évoquer justement les différences de pilotage et de caractère. Donc, comment est-ce que tu arrives à t'adapter vraiment à chacun? Donc, est-ce que quand tu es à côté de Jean-Marie Tuoc, c'est la même chose que David Solanon ou un Sylvain Michel qui semble plus posé à l'arrivée des spéciales, etc. C'est pas. Alors, c'est vraiment totalement différent, puisque déjà, ils ont des âges différents, des vécus différents. Donc, forcément, si tu es plus jeune, tu as une approche de la vie qui est différente que quand tu es plus âgé. Ensuite, ils ont des systèmes de notes totalement différents. Psychologiquement, parce que le rôle du copilote, il y a quand même un rôle psychologique aussi, dans les moments difficiles surtout. Et ça, ils ont des réactions différentes. Donc, c'est une capacité à s'adapter de tous les jours. Et puis voilà, mais ça permet aussi de se remettre en question, de ne pas rester sur ses acquis, parce que après, c'est vrai que des erreurs, j'en ai fait quelques-unes, et c'est justement, je m'aperçois que c'est quand je suis trop posé, trop avec mes habitudes, que on rentre dans une routine, et puis on fait quelques erreurs, quoi, qui peuvent être rédhibitoires. Voilà. Bon, après chacun, il y a pas toujours des moments faciles dans une voiture de course, on le sait tous. Il y a des moments super quand tout se passe bien, mais quand tout se passe mal, voilà, il y a des fois des moments de tension qu'il faut prendre en compte, qu'il faut gérer. Mais ma plus belle victoire, finalement, c'est de rester en contact avec tous ces pilotes, avec toutes les équipes d'assistance, tous les teams. Et à chaque fois, on est content de se revoir. Et je pense que ça, c'est l'essentiel. Je pense que c'est vraiment le but, parce que sans tous ces gens, je le souligne, c'est compliqué de faire de la course automobile, et du coup, forcément, il y a des aspects psychologiques à gérer dans les moments difficiles, dans les bons moments, et chaque pilote a ses façons de faire, quoi. S'adapter, je pense que c'est la première qualité du copilote. Ok. Alors, on a la question cash, pareil, hein, tout le monde va y passer. Alors, aujourd'hui, tu es doublement titré terre-asphalte. Aujourd'hui, si tu as l'opportunité, on te demande combien tu veux là pour faire une manche de championnat de France. Allez, tu demandes combien? Rien. Toujours rien. Rien, parce que moi, je pense que je suis dans... Enfin, rien. Je demande rien, effectivement. C'est ce que disait Mathieu. J'explique ma situation. J'ai un travail. Je peux me libérer, mais il y a des moments de sans solde. Si quelqu'un peut me dire, tiens, ta journée sans solde, elle sera défrayée, ça me convient. Voilà. Du coup, aujourd'hui, en fait, je pense que est-ce que je suis en position de dire, ouais, je veux tant? Je pense que ça serait prétentieux, parce que, honnêtement, en toute humilité, sur un championnat de France, c'est de la routine, donc tout le monde est capable de faire. Moi, je trouverais pas ça judicieux de dire, ouais, je demande 1500 balles pour faire un rallye, quoi. On me donne ce qu'on me donne. Je me rappelle Danis Nobeck, quand je l'avais copiloté, il m'a dit, tu prends combien? Mais moi, je lui avais dit, je prends ma valise et mon plaisir. Et du coup, effectivement, mais pareil que Mathieu, et voilà, ils ont été généreux quand même, ces gens-là. Mais je me vois mal demander quelque chose. Voilà, parce que ça reste une passion. Et puis voilà, je suis pas Mathieu Baumel, je suis pas Benjamin Fayas, je suis pas Daniel Elena, je suis pas tous ces gens-là, quoi. J'ai qu'une expérience de championnat de France, quelques manches de mondial, et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant de dire, ouais, je veux autant. Et puis bon, après, voilà, et maintenant je suis plus vers la fin que vers le début. Ouais. Bon, l'humilité qui te caractérise quand on te voit sur les épreuves est encore bien jaillie sur l'écran, et je pense que tout le monde sera du même avis. Philippe, allez, on poursuit. Oui, je fais juste une petite aparté pour dire à Jérôme que tu n'es pas sur la fin, Jérôme. Hein. Regarde Denis Giraudet. Hein. Il y a encore beaucoup d'années devant toi si tu veux continuer. Allez, on passe à Benjamin maintenant. Philippe, Denis Giraudet, je le place au sommet de la pyramide des copilotes. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui feront tout ce qu'il a fait, je pense.
Voilà. Carrément, et je crois que si un live lui était consacré, il faudrait le recevoir seul, tellement il a vécu de choses. Voilà, on ne pouvait pas parler des copilotes, bien évidemment, sans parler de Denis Giraudet, c'est bien évident. Voilà, Benjamin Veillas, voilà, on l'a dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en retraçant un petit peu ton palmarès. Depuis 5 ans, tu vis dans le milieu professionnel, aux côtés d'Éric Camilly. Tu as l'occasion de monter à ses côtés dans des cadres professionnels. Est-ce que c'était un objectif pour toi quand tu as commencé d'atteindre ce niveau mondial là dans lequel tu es depuis quelques années? Alors au début, pas du tout. Pas du tout. J'ai commencé, je te dis, comme Jérôme, limite, tu vois, en tant que passionné. J'ai commencé avec mon cousin, où c'était vraiment la passion pure. Et puis par la force des choses, j'ai rencontré Nicolas Bouillot, Sarrazin, et puis j'ai commencé à progresser, à accéder au plus haut niveau. Et puis, non, ça s'est fait. J'ai jamais vraiment cherché, en fait. C'est arrivé tout seul. Alors, peut-être parce que j'étais pas mauvais, peut-être parce que j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment. Mais ça n'a jamais été vraiment un objectif. Alors, après, depuis 2014, forcément, je suis content d'y être. Et puis, j'ai vécu tellement de choses que c'est fantastique. Mais ça n'a jamais été un objectif à la base. Voilà. Est-ce qu'à ton avis, aujourd'hui, si c'était à refaire, il y a des voies à prendre pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui, des voies beaucoup plus rapides, bien évidemment? Je pense pas qu'il y ait des voies. Je pense que c'est surtout une rencontre, enfin la rencontre qu'il faut, comme disait Mathieu tout à l'heure avec Nasser. Voilà, à un moment donné, on rencontre la bonne personne au bon moment, ou je sais pas. C'est pas forcément le talent. Enfin, forcément, on a tous un talent quelque part. Mais c'est pas forcément l'acharnement, le talent, ou je pense que c'est plutôt la bonne rencontre au bon moment, quoi, qui te fait avancer, qui te fait progresser. Et après, si t'es pas mauvais et que tu es volontaire et que tu travailles, tu y arriveras. Mais je pense que c'est surtout ça à la base. Alors, on va parler de la question cash. Tu roules à ce niveau mondial depuis 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Mathieu, tu vis du rallye? Alors aujourd'hui, je ne vis plus de rallye. J'ai vécu avec Eric quand on a donc signé chez Toyota la première année. On avait un contrat, on était payé. Quand on a signé en 2016 chez Ford, chez M-Sport, on a eu un contrat sur 2 ans, donc 2016-2017. On était payé. On a eu la chance après de faire beaucoup de développement, donc avec Volkswagen, avec Citroën l'année dernière, le développement aussi de la nouvelle Ford R5, où là, on était payé bien entendu sur chaque test. Mais par contre, depuis 2018, c'est un peu plus compliqué parce qu'avec Eric, on n'avait plus vraiment de programme, donc on n'était plus vraiment payé. Ce qui nous est vif, justement, c'était les tests. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que début 2020, j'ai stoppé parce que financièrement, ça devenait compliqué avec la famille. Comme disait Jérôme tout à l'heure, tous ces gens vous font confiance, que ce soit mes parents, ma famille, ma femme, les enfants. Et quand vous commencez à utiliser le budget familial pour survivre et puis pour continuer votre passion, c'est quand même effectivement assez égoïste. Et donc, j'ai préféré m'arrêter. Voilà, c'est pour ça que je me suis séparé d'Eric. C'est vraiment la cause financière, en fait. Voilà. Benji, moi je voudrais relever très rapidement. Alors parle-nous au niveau du mondial, de WRC, que tu as un petit peu, ou que tu côtoies, où tu dois forcément être un peu au courant de l'aspect financier. Est-ce qu'un copilote aujourd'hui est payé par le pilote, ou est-ce qu'il négocie son contrat de manière personnelle? Donne-nous 2-3 infos que n'importe qui aimerait aujourd'hui voir. Ouais, 2-3 infos, je tairai les noms. Généralement, tu dépends du pilote. Voilà. Après, c'est l'écurie, enfin c'est le team qui va te payer, mais tu dépends effectivement du pilote. Ouais. D'accord. C'est un pourcentage généralement. Ok, donc ça rentre dans la négociation du pilote et puis on n'oublie jamais le copilote là pour le coup non plus. Ouais, exactement. Nous, on était parti sur un salaire, enfin un pourcentage assez élevé d'ailleurs avec Eric, puisqu'on n'avait pas un gros salaire à la base. Et puis après, il aurait diminué en fonction du salaire qu'on aurait eu, mais c'est un pourcentage généralement. Ok, très rapidement. Alors Philippe, excuse-moi, j'ai pris la main sur Benjamin. Non, mais tu as raison, Eric. Le boulot d'ouvreur pour Ogier, notamment donc avec Simon Jean-Joseph,
Alors là aussi, on voudrait que tu nous parles très rapidement, ça te prend la semaine complète. Je sais que Simon Jean-Joseph est l'un des seuls, parce que je suis assez régulièrement sur les manches. Vous faites toutes les spéciales, même en reco. Hein. Je pense que pour bien pouvoir parler avec Sébastien de chaque détail, vous n'êtes pas nombreux déjà d'une part à faire ça. Eh bien, parle-nous un petit peu de ce job-là, s'il te plaît. Mais je pense que c'est nous qui l'avons instauré, puisque à la base, effectivement, personne ne le faisait. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai commencé avec Nico Vouilloz, donc en 2013, je crois, à ouvrir pour Seb et Julien. Et puis après, de suite, c'est Simon qui a pris le relais parce que Nico ne pouvait plus. Et oui, effectivement, on part la semaine entière, c'est-à-dire qu'au Monte-Carlo, en Allemagne, en Espagne, en Corse, et ben on reconnaît. C'est que sur l'asphalte, hein, le job. Ouais, c'est que sur l'asphalte. On reconnaît avec eux, donc on passe la journée dans notre voiture. Le soir, on se retrouve à l'hôtel. Et à ce moment-là, ben on regarde un petit peu les vidéos. On avait déjà des notes, donc on a pris des notes ou alors on a corrigé. On regarde un petit peu avec Julien et avec Seb s'il y a eu des différences. Voilà, pour vraiment se caler, pour être le plus efficace, ouais, pour être le plus efficace le jour du rallye, quoi, à partir du jeudi et du vendredi. Ok. Une fierté, j'imagine, avec 6 titres de champion du monde quand tu es ouvreur. Ouais, bah justement, à Julien et à Seb, je leur rappelle souvent que je suis le champion du monde des copilotes ouvreurs, quoi. Enfin, pour rigoler, hein, mais. Ouais, bah. C'est une distinction que je me donne. Ouais, on prend les titres qu'on peut. Hein. Voilà, ou alors quand je suis avec les enfants, je leur dis, mais vous savez, papa est champion du monde des copilotes ouvreurs. Alors, c'est vraiment. C'est nul, mais. Ouais, après, à la vitesse où ça roule maintenant avec ces voitures-là, sans ouvreur, devant, ils seraient vraiment embêtés quand même. Hein. Ah ouais. Et le travail qui est effectué là, c'est une grosse partie du résultat au final. Donc c'est aussi... et on devrait plus en parler des équipages ouvreurs aussi. Voilà, on devrait attribuer un titre honorifique, quoi. Ouais. C'est intéressant. Jérôme, tu as eu l'occasion de le faire aussi, hein, je crois, de nombreuses reprises. Oui, c'est une bonne école. Et au Monte-Carlo, j'ai ouvert pour Johan Rossel. Je suis pas rancunier puisqu'avec Ben Fulcran, ils nous ont coupé le titre. Donc, ouais. Mais bon, c'est vrai que globalement, on lit des liens d'amitié. Et puis, s'il y a le bon feeling avec les pilotes, par contre, c'est une grosse responsabilité. Hein. Franchement, à chaque fois, j'ai même plus d'angoisse d'aller faire ouvreur que copilote, quoi. Ah, moi aussi, je te rassure. Hein. Toi encore plus, Ben. Encore plus. Pendant 4 jours, tu as le ventre est noué. Quand ils sont en spécial, tu as le téléphone, tu te dis ça va sonner, ils vont t'appeler, ils sont sortis de la route, tu as fait une connerie, ou alors tu les as trop ralentis. Non, pendant 4 jours, c'est un enfer. Ouais. Simon, il se tord les boyaux, il retourne en Martinique le dimanche soir, il est rincé, de faire rincer. Hein. Okay. Et Benjamin, du coup, tu choisis aussi pour les pneus, enfin le type de gomme et tout ça, c'est toi qui donnes ton avis avec Simon ou comment ça marche Ouais. Alors on leur donne notre avis, tu vois, parce qu'effectivement on est passé peut-être 1 heure, 1 heure et demie avant. Ils le suivent pas tout le temps, mais c'est un avis informel, tu vois, mais souvent Seb aime bien quand même nous demander et il prend souvent conseil avec Simon. Voilà. Après, ce sera peut-être pas, il va peut-être pas choisir ce qu'on lui aura conseillé, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, ça lui donne un avis supplémentaire. Ouais, exactement. Ouais. Ok, super. Merci pour cet échange. Mathilde, c'est à toi. Excuse-nous, on t'a pas oublié, hein, t'inquiète pas. Mathilde, on voulait appuyer. Alors toi, tu as le rapport au copilote, même si tu as connu là maintenant quelques-uns de différents, mais on voulait parler de la manière de copiloter son frère. Voilà. Est-ce qu'on aborde ça différemment qu'avec un copilote qui n'est pas un parent? Voilà. Différemment, oui, parce que ça reste la famille. Donc, on va dire que mon frère me ménage pas forcément. C'est plus compliqué avec mon frère parce qu'il est très dur. Le fait d'avoir copiloté un autre pilote, je me suis rendu compte que c'était quand même bien différent et un peu plus serein. Mais je préfère quand même le copilotage entre mon frère et moi, malgré que ce soit quand même compliqué. Ouais. Bon, c'est quelqu'un d'impulsif, mais qui est très, très rapide. Hein. On le sait, chaque fois que vous êtes sur une liste d'engagés, non, on sait que ça va aller très vite. Mais c'est vrai, tu as raison de souligner qu'il y a un peu le souci du détail, Mathieu. Hein, je crois. C'est ça.
Donc, à gérer, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, après, moi, j'ai l'habitude. Ça fait 10 ans qu'on roule ensemble. Donc, je sais comment le prendre, entre guillemets. Vos parents l'ont perçu comment, ça, d'avoir frères et sœurs dans la même voiture, avec le danger que ça peut comporter? Très compliqué pour ma mère, parce que d'avoir ses 2 enfants dans la voiture, c'est très dur. Mon père aussi, mais il le montre un peu moins, on va dire. Et bien sûr, quand on sort de la route, c'est toujours le stress total de savoir les enfants, comment ils vont. Donc, c'est quand même une bonne part de stress pendant tout le rallye pour la famille. On a tous des enfants, donc on sait à peu près de quoi tu nous parles. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller faire du rallye, hein. Un escalier, ça suffit pour de temps en temps mettre un peu de pression. On voulait évoquer avec toi aussi les filles dans le cadre du championnat WRC. Enfin, on n'en voit plus. Voilà, je veux arriver sur ça. Toi, tu es quelqu'un qui aurait aimé faire carrière ou qui aimerait faire carrière, hein, tu es encore suffisamment jeune pour y arriver. Mais comment tu l'expliques, toi, justement? Alors, les garçons pourront peut-être aussi répondre, mais on voulait pas leur donner on voulait pas leur demander leur avis sur ce sujet-là. Ça a coupé, désolé, j'ai pas entendu ta question. Ouais, les filles copilotes en WRC. Dis-moi, il n'y en a pas. Alors aujourd'hui, est-ce que tu as un avis là-dessus? Pourquoi il n'y en a pas? Et est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais, toi, éventuellement atteindre? Alors, le WRC, pourquoi pas, mais à niveau avec mon frère, comme on fait habituellement. Moi, je verrais bien partir sur le WRC pour aller à l'étranger, pour pouvoir voyager, mais sans aucune prétention d'en faire mon métier. Vraiment dans le but loisir. Après, pourquoi il n'y a pas de filles en WRC, je pourrais pas te dire. Ça reste un peu plus lourd en charge de travail, mais ça reste raisonnable aussi. C'est un peu plus long, forcément, mais je pourrais pas te dire pourquoi il n'y a pas assez de filles dans le WRC. Pour moi, c'est pas une question de difficulté, parce qu'une fois que tu es rodé, que tu fasses un championnat de France ou un WRC, c'est faisable. Donc, okay. On voulait avoir ton avis personnel aussi. Alors, ça va peut-être surprendre encore beaucoup de monde que j'ose poser cette question. La jolie fille dans ce monde de mecs, là, en rallye, comment tu le vis? C'est quelque chose qui te gêne un peu ou pas? Non. Comment dire? Le fait que je roule avec mon frère, déjà, c'est plutôt cool. On ne vient pas forcément m'embêter, hein. Et puis après, voilà, faut savoir comment dire, laisser pisser et puis pas faire trop abstraction à ça. Et voilà. Ok. Alors, on a une question cash pour toi aussi, mais c'est une question ready cash. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi ton prix d'Amérique à toi? Mon prix d'Amérique? Ouais. Donc, ta plus belle course ou ce que tu retiens le plus. Donc, je rappelle, un ready cash est un cheval de compétition. Il a gagné 2 fois le prix d'Amérique. Il a encore. Alors, je suis un spécialiste des chevaux en plus, encore, comme Philippe, mais moi, c'est vraiment compétition. Donc, voilà, allez, on voulait faire un petit lien avec ça. Je dirais Rallye Monte-Carlo, où on finit premier des amateurs en 2015, il me semble. C'est une de mes plus belles. Mon plus beau souvenir en rallye. Ok, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Philippe, tu veux enchaîner? Non, on aura l'occasion tout à l'heure de reparler de tout ça avec Mathilde. Ouais, non, tu voulais enchaîner, Eric, avec Mathieu. Avec Mathieu, oui, tout à fait. Ouais. Alors, vous êtes tous des copilotes, mais Mathieu, j'avais envie de te poser la question, ta seule expérience de pilote, rallye circuit avec Gaël Robic à tes côtés en VHC. Allez, dis-nous quelques petits mots, justement, c'est la seule occasion d'avoir été le pilote. Voilà, parle-nous un petit peu de cette expérience. Alors, il y en a eu d'autres depuis, mais en fait, ce que j'aurais aimé faire à la base, c'était me mettre derrière un volant. Moi, je faisais du ski quand j'étais plus jeune, et c'est un accident qui m'a laissé à la maison, et c'est au final Manu Guigou, on l'a dit tout au début de l'émission, mais c'est Manu Guigou qui m'a sorti de là en disant tiens, tu me fais chier à déprimer à la maison là. Écoute, moi j'étais copilote, je me mets au volant. Lui il l'a fait. Il m'a dit viens, tu te mets à côté de moi, je t'apprends le truc et puis au moins tu gagneras du temps et tu dépenseras un peu moins d'argent si tu veux te mettre au volant.
Et c'est parti comme ça, mais ça s'est tellement bien passé en fait à côté dans le baquet de copilote. Tu l'as dit après, c'est vite, on s'est retrouvé dans des beaux rallyes, des belles voitures, des belles équipes, qu'à un moment tu te dis mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je reste copilote où finalement ça se passe très bien, je prends du plaisir et on s'amuse et on voyage, ou je me mets au volant au risque que ça marche pas du tout. Donc j'ai préféré mettre ça de côté et continuer dans la voie qui se traçait plutôt pas mal de copilote. Et je pense que maintenant avec du recul j'ai bien fait. Et ces dernières années, on l'a dit tout à l'heure, encore une fois grâce à Nasser, j'ai eu la possibilité de me faire plaisir et de me payer des petites courses comme ça. Donc c'est vrai que Rallye Circuit c'était la première fois. Ça me semblait être une bonne initiative parce que c'était entre guillemets pas très dangereux. T'es sur un circuit, il se passe quelque chose, tu sors comme sur un circuit. Donc au final il peut pas trop, il se passe pas grand chose parce que tu dois quand même avoir l'accord de ton pilote et de ton équipe pour aller faire des trucs comme ça. Je veux dire, c'est pas ma vie d'être au volant. Et j'ai pu rééditer après l'expérience sur plusieurs courses, un peu sur glace avec des SSV l'hiver et dernièrement l'été dernier là, une manche du championnat de France tout terrain, donc avec un SSV, pareil, un Can-Am. Et ça s'est pas trop mal passé puisque je finis 3e de cette épreuve. C'était la première fois au final où moi je prenais des notes. Donc j'avais Nasser tout le temps au téléphone et pour peaufiner un peu le truc, parce que tu penses encore une fois être bon quand tu es dans la voiture et que le pilote te donne les notes, t'arrives à donner ton avis, à voir si ça va ou si ça va pas. Et quand c'est toi qui dois interpréter la route et donner tes propres notes, j'ai quand même eu du mal au début. Donc ouais, j'ai dû refaire plusieurs passages pour avoir des notes qui me convenaient et au final ça s'est super bien passé et un très beau résultat. Donc je pense que je rééditerai l'expérience si j'en ai l'occasion, mais ma vie aujourd'hui c'est vraiment d'être copilote. Ok, on a perdu Mathilde. Elle va revenir. Non, elle Voilà. va aller faire un café, peut-être, tout simplement. Oui, c'est possible. On reste dans la série copilote qui devient pilote et autres. Jérôme, toi, l'an dernier, tu as vécu une expérience un petit peu particulière, puisque tu t'es retrouvé copilote d'un copilote, Fred Vauclard. C'était au Rallye du Trièves, dans une petite 106 de la classe F2013. Raconte-nous un peu comment tu as vécu cette expérience. Fred Vauclard, qui on le rappelle, est un copilote qui te ressemble, un copilote de haut niveau qui roule avec des pilotes qui vont très très bien, avec l'ami Astier, avec Julien Saunier et quelques autres. Comment ça s'est passé pour vous là, de vous retrouver deux copilotes dans le même habitacle? Franchement, on a passé un week-end super. C'est pas commun de copilote, c'est pas commun. Oui. Et du coup, ça a fait une petite attraction au rallye là, à côté de la maison. Et on a lancé ça au rallye vosgien. À chaque fois, il me disait j'ai acheté une 106, mais tu veux pas me copiloter. Et au rallye vosgien, on était à la bagarre à la seconde là, pour la 4e et 5e place, je crois. Et du coup, je lui ai dit bon, allez, comme on les a rentrés, je leur ai dit allez, on fait le rallye du Trièves. Je te dois bien ça. Pour qu'on s'éclate, et on s'est éclaté. Et puis l'ami Fredo, il a une petite 106 avec un moteur de C3 pluriel qu'il a pris à la casse, et puis on n'a pas été ridicule sur 15 partants, 5 ou 6e de classe, donc 30e au scratch sur 90 bagnoles à l'arrivée. Donc je suis fier de lui parce que moi je suis un piètre pilote, et puis c'est courageux les copilotes qui prennent le volant. Il y a 2-3 bons exemples comme Romain Roche, ou Thomas Chauffret, ou l'ami Jonathan Bouhéry là, qui envoie vraiment du steak. Et puis moi je serais pas capable de faire ça. J'ai tourné une émission télé là à côté de la maison, et le deal c'était de faire un tour de karting. Et j'ai rentré Bonato parce qu'il a fait sous la pluie et moi sur le sec, mais quand même. Mais voilà. Mais c'est juste à cause de ça que j'ai fait un bon temps, parce que j'avais les bonnes conditions. Voilà. Merci.
On avait trouvé ça très sympa, effectivement. Ouais. Après, juste un petit truc, pour être un bon copilote, je pense qu'il faut quand même avoir des notions de pilotage. Donc, on n'a pas besoin d'être champion du monde des pilotes ou quoi que ce soit, mais pour comprendre à quel moment notre pilote a besoin de l'information, c'est bien de savoir comment fonctionne la voiture, pourquoi la voiture, elle prend ces positions-là, qu'est-ce qui se passe. Après, tu arrives à le mettre en application ou pas, c'est autre chose, mais c'est ce qui donne un petit plus, je pense, au niveau de l'aide aux pilotes. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu. Non, mais c'est vrai. Après, le mettre en application, c'est autre chose. Mais c'est vrai que parfois, je me dis, un jour, Kyok, on se fait rentrer correctement dans une spéciale et il me dit, putain, je pensais avoir roulé. Je lui dis, ben non, moi, je pense qu'on est plutôt allé chercher le pain. Et après, je me suis dit, tu dis ça à Jean-Marie Kyok, mais c'est vrai qu'on a, on a pour aider le pilote, forcément, on a le ressenti de la voiture. Et après, ben, j'ai jamais eu l'occasion de mettre en application réelle ça. Peut-être que je ferai des temps sympathiques, mais j'en sais rien. Je me plais en copilote et puis ça va bien, quoi. Voilà. Benji, tu confirmes, toi, même chez M-Sport, vous avez eu un peu une formation mécanique, évidemment, sur la voiture, mais aussi, éventuellement, de pouvoir ramener la voiture s'il y a un souci qui se présente, c'est ça? Ouais. Après, on n'a jamais eu de théorie ou de... Enfin, on s'est jamais... Bon, ça y est, j'arrive plus à trouver mes mots. C'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Mais je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure. C'est que effectivement, moi, j'ai jamais fait de rallye, mais j'adore rouler aussi. Et comme il disait, c'est sûr qu'il faut avoir un ressenti dans la voiture. Il faut savoir que quand ton pilote, ce que disait Mathieu, a besoin d'aide ou tu sens qu'il est pas bien ou quoi, effectivement, faut que tu saches de quoi tu parles. Faut que tu saches pourquoi la voiture elle réagit comme ça. Quand est-ce que tu vas donner les notes? Et d'ailleurs, un défaut professionnel, certainement, c'est que dès que je prends la voiture pour aller chercher le pain ou pour aller je sais pas où, pour monter au ski, par exemple, je suis toujours en train de me faire des notes, en fait. Et je me dis, putain, mais c'est vrai, si je devais faire un rallye demain, mais ce serait quand même sacrément compliqué parce que, alors je prends les notes d'Eric, forcément, c'est nos notes. Donc, mais à chaque fois, alors je pentaille sur un virage. Par exemple, je fais 100 fois par mois pour aller chercher le pain. Et sur ce virage, à chaque fois, je me dis, bon, alors je le mettrai en 35, en 40, je sais jamais, tu vois. Et au niveau du chrono, là, quand tu vas chez le boulanger, du coup, t'en es où, là? T'arrives encore à progresser ou pas? Ouais. J'ai baissé de 2 secondes, là, dernièrement, comme il y a moins de gens sur la route. Pas mal. J'en profite. Et moi, je fais pareil que Benjamin, c'est énorme, hein, ça. J'ai ma route et à chaque fois, je change les notes. J'ai jamais les mêmes notes. Vous n'allez pas rassurer vos pilotes, là, pour le moment, là. Mais non, mais tu cherches. Et c'est pour ça qu'en rallye raid, c'est vachement mieux. C'est de l'improvisation. T'as raison, on va venir avec toi, tiens. C'est grave, vous allez vous régaler. Est-ce que tu aimerais passer derrière le volant pour une première expérience ou voir plus? J'ai déjà fait un rallye et puis je devais faire un rallye raid en SSV au mois de mars qui a été forcément reporté. Donc oui, c'est quelque chose qui va se réaliser dans l'année. C'est le rallye des Gazelles ou Rose des Sables ou quelque chose de ce genre-là? Okay. Le rallye des Gazelles, tout à fait. Bon, Mathieu pourra t'apporter quelques informations. Peut-être comment utiliser l'appel ou non? Non, on a été en contact, mais c'est vrai qu'après, au mois de mars, moi, juste après le Dakar, on a quand même enchaîné sur d'autres courses. C'est des périodes où c'était, on a fait 3 courses après le Dakar et j'avais pas forcément le temps. Mais quand j'ai vu que ça allait être décalé, j'ai dit c'est bon, on va pouvoir faire les cours de navigation. Ok, Mathieu, on voulait évoquer, alors les autres le font aussi, mais on voulait évoquer la com. J'ai envie de dire que tu es presque le roi de la com, au niveau des copilotes. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, développer et continuer, ou est-ce que c'est juste un plaisir vraiment de partager tous les moments de ta journée? Alors, je pense pas être le roi de la com. Il y en a qui sont bien meilleurs que moi.
Ah, mais Daniel est pas mal aussi. Daniel est pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui restent en retrait. Le problème, il est que si nous, on ne fait pas ça, et on l'a dit en début d'émission, on ne parle jamais du copilote, à part quand on fait une connerie. On fait pas exprès de faire des conneries, d'ailleurs, pour qu'on parle de nous. Hein, c'est pas ça le truc, mais bon, enfin, en tout cas, on est aussi important que le pilote pour le résultat. Je dirais qu'il y a une petite différence entre le rallye traditionnel et le rallye raid. On est un peu plus important en rallye raid, mais au final, on est là pour le même résultat. Et quelqu'un qui m'a poussé vraiment à faire ça, encore une fois, alors c'est toujours le même nom, je suis désolé, mais c'est Nasser, parce que Nasser, quand il parle, il dit jamais j'ai fait ça, il a fait ça et on s'est gouré. Non, c'est toujours nous, et il m'a poussé en fait à faire ma propre communication, et dans son esprit à lui, c'est on doit faire plaisir aux gens pour que ce sport continue, pour que les gens continuent à être passionnés, et on doit donner de notre personne. Donc c'est parti de cet échange-là. Et c'est de là que j'ai commencé en fait à publier. Et si tu regardes tous mes réseaux, enfin, j'étais pas du tout dans les réseaux avant. Ah ouais. Et j'ai commencé, 2015, quand tout s'est mis en place. Et c'est vrai que les gens ont besoin de ça parce qu'ils voient autre chose que ce qu'on leur montre à la télé ou dans la presse, parce que, encore une fois, le copilote, on n'en parle jamais. Donc, les meilleures vues de mes vidéos, à part les conneries, c'est quand tu commences à expliquer l'intérieur de ta voiture, ton roadbook, les notes, enfin des choses qu'ils n'ont jamais l'habitude de voir. Et j'ai eu des réflexion de dire ah ouais, mais vous servez alors à quelque chose dans la voiture, et quand tu entends ça tu dis mais c'est pas possible. Oui, évidemment, donc il faut de plus en plus se mettre en avant. Alors on doit quand même garder notre statut du copilote qui doit pas prendre l'ascendant sur son pilote, mais c'est un couple et il faut que ça fonctionne ensemble. Ok, Philippe, on pose une question à chacun et puis on en terminera. On est déjà à 1 heure d'émission, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'avais une question pour Mathilde. Mathilde, tu pratiques le rallye, mais tu pratiques également l'équitation. Tu es une cavalière de haut niveau, tu as ton écurie, tu as tes chevaux. Est-ce que tu as trouvé déjà des similitudes entre le rallye et les concours de saut d'obstacles que tu pratiques, hein, puisque tu es sur les sauts d'obstacles. Est-ce qu'il y a des points communs entre les deux activités ? Alors, pas du tout. Pour ma part, l'équitation, c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille. En rallye, tu es dans le speed tout le temps. Les concours d'équitation, ça va se concentrer sur 2 minutes d'épreuve, ce qui est assez court. Ça va être intense pendant 2 minutes. Et comparé à un rallye, c'est l'intensité quand même, et le stress est beaucoup plus puissant sur une épreuve. Tu as plus d'adrénaline quand même en rallye qu'en équitation. Oui. Donc c'est un peu plus reposant quand je fais du concours que du rallye. Un petit peu au départ peut-être, au moment où tu vas t'élancer dans ton parcours et le moment où on démarre dans une spéciale, non ? Pas spécialement. Après, l'équitation, je le pratique depuis que j'ai 6 ans, donc je pense que je suis très très rodée. Mais je pense que pour moi, le stress est plus intense en rallye et puis le fait qu'on soit avec mon frère, à 2, c'est quand même différent. L'équitation, c'est mon métier, donc c'est bien différent quand même. Moi, j'ai une question, Mathilde. Elle est à peu près au niveau d'un poney, mais tu m'en voudras pas. Quand tu es sur le cheval, qui c'est qui pilote et qui c'est qui copilote? Moi, j'y comprends pas tout, en fait. Est-ce que tu pilotes le cheval ou est-ce que c'est lui qui décide? Ah non, c'est moi qui pilote. Ok, donc le cheval et le copilote, alors. C'est ça. Ok. Benjamin, très rapidement. C'est moi, présent. Ouais. Est-ce que tu nous as annoncé une forme de fin de carrière, là, ou le fait de ne plus être avec Eric, ou est-ce que tu vas revenir en France, ou enfin quels sont tes projets? Et une deuxième question très rapide avec les copilotes qu'on voulait aborder aussi. Est-ce que vous avez vos propres partenaires que vous amenez dans la course, ou voilà. Donc 2 questions, mais s'il te plaît assez rapide. Comme quand tu vas acheter le pain. Ouais, assez rapide. C'est pas la fin de ma carrière, non, puisque cette année il y avait quelques rallyes avec Simon justement dans les Antilles et puis peut-être un rallye en France.
Après la fin de ma carrière avec Eric, je sais pas. Je suis parti à un moment donné parce que je t'ai dit financièrement, Ouais. voilà, On l'a je pouvais compris, plus. Maintenant, forcément, la passion reste plus grande que la raison. Donc je sais pas. Si Eric a besoin de moi, je sais pas. Je réfléchirai. Pour l'instant, il est parti avec un copilote qui est novice, mais qui est avec qui ça se passe très bien, Ouais. puisqu'ils ont gagné le Monte-Carlo en WRC2. Maintenant, voilà, je sais pas, mais c'est sûr que au début, ouais, fin novembre, après l'Espagne, j'ai dit bon, allez, j'arrête, c'est sûr. Je vais faire un message sur les réseaux sociaux, et finalement, je l'ai pas fait. Et puis voilà, non, je pense que c'est pas la fin, mais voilà, c'est une parenthèse en tout cas. Allez, très rapidement, l'histoire des partenaires. Est-ce que dans votre carrière, enfin, ou dans ta carrière, est-ce que tu as amené, toi, à un moment, un partenaire propre à toi? Ouais, moi perso non, mais avec Eric on en avait quelques-uns qu'on a réussi à faire venir sur des rallyes, ouais. Après moi personnellement non, en tant que copilote non. Voilà. Ok. J'ai répondu très court là. Ouais, non, mais merci beaucoup. Très vite. Philippe? Ouais, on a encore plein de questions. Hein. Je ne sais pas si on a le temps. On fera une deuxième émission. Ouais. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune copilote qui veut vivre ou s'approcher de ce que vous vivez, quel conseil vous pourriez lui donner là? Si vous aviez un conseil à donner, Mathieu, si tu veux. Bien que tu sois maintenant dans une autre stratosphère, tu as commencé par ces rallyes avec des petites autos, donc tu sais de quoi tu parles. Ouais, tout à fait. Ben, il faut être confiant en soi, ne pas douter et être sûr de ce qu'on fait. J'ai perdu quelques années, je pense, en doutant de moi en fait. Dès qu'il se passait quelque chose, je pensais toujours que c'était ma faute. Et en fait, non. Donc le fait de me rendre compte de ça et de comprendre qu'en fait ce que je faisais c'était bon et qu'il n'y avait pas que le copilote qui était en cause, ça te fait évoluer différemment. Après, il y a tellement de choses à faire et à dire qu'il faudra vraiment faire une deuxième émission. Ouais. Jérôme, moi, ce sera la dernière question. Il faudra vraiment qu'on essaye de clore, malheureusement. Jérôme, est-ce que les copilotes, vous, à un moment dans votre évolution, vous avez, vous aussi, un choix de carrière à faire, une direction à prendre? Alors, tu as peut-être un très bon pilote à tes côtés, mais tu en sens un autre qui peut t'emmener plus haut. Alors, c'est peut-être plus d'actualité pour toi, mais est-ce que vous avez des choix de carrière à faire à un moment qui sont des choix isolés, quoi, hein, propres à vous? Oui, il y a des choix à faire. Alors, pour moi, des choix de carrière, c'est pas le mot qui convient parce que, contrairement à Mathieu, voilà, je suis loin de son palmarès, de son niveau, etc. J'en ai pas fait mon métier, mais des choix sportifs où en se disant, il y a un pilote qui t'appelle avec une belle opportunité, tu y vas, quoi. Et puis, et voilà. Donc, c'est vrai que parfois, c'est pas que tu lâches l'autre pilote, mais il y a des opportunités à saisir. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que j'en sais rien? Mais forcément, à un moment donné, même dans la vie de tous les jours, tu dois trancher. Donc, si tu veux faire des belles choses, il y a des moments où tu dois trancher en expliquant les choses, en étant le plus honnête, le plus droit possible. Et voilà. Mais tu vois, moi, j'ai quitté des pilotes parce qu'il y avait des choses qui me paraissait extraordinaire à vivre, mais sur le coup, le pilote, celui que je lâché momentanément, l'a mal pris, mais tous les pilotes avec qui j'ai couru, je suis retourné refaire 2-3 rallyes pour le plaisir, parce qu'on avait passé des bons moments, rien n'a été effacé, et puis voilà. D'ailleurs, j'ai eu la chance de copiloter Mathieu, le frère à Mathilde, et j'ai bien vu qu'il y avait une relation, une relation frère-sœur, et quand tu arrives comme ça, j'étais dans mes petits papiers, et puis j'ai pas été très bon, tu vois, en toute humilité sur ce Monte-Carlo. En plus, c'était un des premiers rallyes après la mort de Fred Comte, et puis, mais j'en garde un super souvenir parce que c'était vachement familial, mais ce rallye-là m'a permis de grandir. Parce que je m'attaquais à un mythe au Monte-Carlo. Je connaissais Mathieu, on se connaissait justement en étant adversaire avec Mathilde, etc. Et ça a été un honneur qu'il me demande de le copiloter, et tu vois, ça a été une opportunité que j'ai saisie, mais j'en ai bavé, quoi. C'était pas facile, mais par contre ça m'a fait grandir parce que je m'attaquais au mythe du Monte Carlo, et puis on a bien gazé, hein.
Mais avec sa sœur, il a mieux fait. Il a gagné la promotion. Nous, on n'avait pas de chance. On avait Lapi et Suninen en promotion. Et du coup, on a fait 3 derrière eux. Ouais. Et Jérôme, très rapidement, excuse-moi Philippe, il y a un truc qui vient de me revenir. Jérôme, ton expérience avec l'accident pendant les recos, ça c'est quelque chose qui a été un peu dur à vivre pour toi. Alors écoute, je pense que ça, donc j'ai eu une opportunité extraordinaire pour faire vite. C'est comme si on te dit, tu vas jouer au Real de Madrid pour faire la Ligue des Champions. Brian Bouffier m'appelle, on va rouler chez Ford, équipe championne du monde. Sébastien Ogier, son père était à l'école avec mon père, il habite pas loin. Tout pour vivre le summum de ce que je pouvais vivre, quoi. Voilà, un rêve d'enfant, la spéciale à côté de chez moi. On sort en reco. Le corps médical me dit, je peux pas prendre le départ. Voilà. Alors voilà, certains avaient dit ouais, c'est parce qu'avec Brian c'était dur. Je sais que j'allais en baver avec Brian parce que c'est un sacré, mais j'allais progresser. Mais je t'assure que je me suis fait une bonne entorse cervicale, 8 jours d'arrêt de travail et j'ai encore mal. Et franchement, et depuis ce jour-là, je pense que ça m'a mis un coup sur psychologiquement. J'ai pas honte de le dire que ça m'a mis un coup parce que je touchais toi le Graal là, tout était là. Il y avait la famille, il y avait tout. Pendant les recos, on a bien discuté avec Ogier, plein de points communs, etc. Je veux dire voilà, tout était extraordinaire. La rencontre avec Ingracia, tout pour bien faire. Et non, voilà. Cruel, mais c'est comme ça, c'est la vie et ça te rend plus fort. Bon voilà, je voulais pas te plomber ta journée, mais j'avais envie Non, mais tu l'as fait avec Internet déjà. Tu l'as fait avec Internet. Allez Philippe, je te laisse clore cette belle émission. Alors évidemment, on aurait pu passer 1 heure de plus, c'est clair. Oui, c'est clair. Ouais, il faut vraiment en faire une deuxième. C'est évident. Ok, Philippe, je voudrais te remercier de m'avoir accompagné. Ça a été encore un bel exercice. Alors, c'est pas toujours facile quand on est avec 4 invités, 6 au total. Mais voilà, on avait envie tellement d'évoquer plein de sujets divers liés au travail de copilote. Bon, j'espère qu'on a réussi à, en tout cas, vous faire partager ça. Merci Philippe. D'ailleurs, Mathieu, oui. Oui, j'ai été très heureux de t'accompagner, Eric, sur cette émission parce que j'ai beaucoup d'affection pour les copilotes. À chaque fois que je vois passer les voitures sur le podium, je cite toujours le nom des copilotes et j'ai été un tout petit peu copilote sur quelques rallyes. Je sais ce qu'est ce travail. Tout à l'heure, Mathieu l'a dit. Le copilote, il a que 2 possibilités. Être bon et ne pas commettre d'erreur. Il est comme le gardien de but dans une équipe de foot. Le gardien de but, tant qu'il arrête les ballons, on ne parle pas de lui. Par contre, s'il se loupe sur un tir, s'il échappe le ballon, on va lui mettre la défaite. Le copilote, c'est pareil. Il n'a pas le droit à l'erreur. La moindre petite erreur se paye cash en rallye pour un copilote. Et ça, je voulais dire à quel point le copilote est important dans une victoire. Et on le sait tous, nous qui vivons au sein du rallye, mais tout le monde ne le sait pas toujours. Et c'est vraiment une belle initiative aujourd'hui d'avoir créé ce live avec nos 4 amis copilotes et j'espère pour vous que vous pourrez en inviter d'autres. Voilà. Et on le rappelle, on l'a pas évoqué, on le rappelle, vous confiez quand même quelquefois vos vies à celui qui est à votre gauche et c'est pas commun non plus. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir à tous et je laisse la place à Mathieu, je crois qu'il y a une information à nous donner. Oui, Mathieu Anne, qu'on retrouve dans quelques instants. Donc, on parlait justement de l'émission Live. C'est un premier cycle, on a fait 18 émissions. On espère, alors on a vécu vraiment de très belles choses aujourd'hui encore. Voilà, on va repartir peut-être sur un deuxième cycle, mais j'espère que Mathieu va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, moi qui ai vécu l'émission en tant que spectateur, vous féliciter, Eric, forcément, Philippe, mais nos 4 pilotes, c'était vraiment super émission. Vraiment, je dis, pour une fois, j'étais de l'autre côté, c'était génial. J'espère que les téléspectateurs ont pris le même plaisir et peu importe qu'elle ait duré 1 heure et quart, comme tu l'as dit, Eric, on aurait pu vous écouter encore des heures, un peu à l'image de toutes les émissions de live. Elles auraient pu durer 4 heures chacune, ça aurait été parfait. Moi, je vais faire très court, comme ça, après, on va tous pouvoir aller manger ou prendre l'apéro pour certains. Je voulais juste faire un petit rapide, profiter là de cette émission, comme tu l'as dit Eric, cette dernière émission et de ce premier cycle pour faire un rapide bilan. Voilà, c'est
moi, j'ai juste eu une simple idée il y a 3 semaines. C'était la chose la plus simple. Après, la première personne que j'ai appelée, c'est Eric. Il a mis les 2 pieds dedans, la tête, le corps en entier tout de suite. Il m'a suivi. Après, on a passé 2-3 coups de fil. On a monté une équipe technique. Voilà. Très rapidement, personne n'a compté ces heures, ces nuits, donc je voudrais vraiment les remercier et j'y reviendrai à la fin. Mais voilà, Confine Live est né un peu rapidement. Notre but, c'était vraiment de divertir le maximum de personnes dans cette période qui est clairement peu commune ou inhabituelle. On a voulu aborder tous les thèmes. Alors, on a parlé du WRC avec des invités un peu de marque et je ne pourrais pas les lister tellement ça a été énorme, mais, de Sébastien Loeb à Dani Sordo, on a eu l'occasion, Eric, d'interviewer Andrea Adamo, on a eu de Chonac, on a eu des pilotes de légende, Simon, Benjamin, le Super 700. Le Super 700, Simon. En fait, la liste est tellement longue. On a même eu Romain Grosjean de la Formule 1. On a eu vraiment, il s'est passé quelque chose un peu d'incroyable. Mais surtout, ce que je voudrais retenir, et c'est clairement à l'image d'aujourd'hui et de ce qu'a dit Mathieu pour les copilotes, on a voulu parler un peu de tout le monde. Donc, que ce soit en rallye ou en rallycross, on a essayé d'oublier personne, mais il nous reste des milliers, de thèmes. Et donc, on a travaillé un petit peu encore avec Eric, encore jusqu'à hier soir, mais je pense qu'on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer d'ici lundi. Donc, on vous donne rendez-vous lundi à 11h pour une émission un peu spéciale où j'espère qu'on pourra vous annoncer des bonnes nouvelles. Juste, Eric, avant que je te redonne la parole et que tu clôtures cette émission, je voudrais juste forcément remercier tous nos invités. Ça a vraiment été des moments incroyables. Je pense que tu pourras le confirmer encore aujourd'hui. Mais voilà, ça a vraiment été un moment super sympa. Remercier toute l'équipe technique qui a passé, je ne vais pas me répéter, mais beaucoup d'heures. On n'a pas toujours été tendre avec eux. Pierre, Maxime, Noémie, Elisabeth, Clément aussi qui nous a aidé pour la partie éditoriale, tous ceux qui nous ont aidé à l'animation. Il y a eu Philippe, il y a eu Manuno, il y a eu Cyril et Jean-Jacques en rallycross, il y a eu Stéphane Gentil de Canal+ qui est venu aussi. Voilà, c'était vraiment des moments super. Et puis forcément un grand merci à Auré Castor qui ont été les premiers à nous suivre dans cette aventure. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre d'ici la semaine prochaine, c'est tout ce qu'on souhaite. Et puis merci à tous ceux qui nous ont regardés. On est à, je crois, 300 000 vues depuis 3 semaines, donc c'est juste incroyable. Voilà. Je m'arrête là, Eric, je te laisse conclure et je dis encore un grand merci et un grand bravo à nos amis copilotes et à certains que je connais un petit peu. Ok, merci Mathieu. Voilà, on voulait faire un bilan après 3 semaines d'émission. Mathieu, un dernier mot. Allez, tu veux défendre les copilotes, c'est ta minute à toi. Ma minute à moi. Alors, je vais pas défendre. T'es privilégié, toi. Hein. Ouais, mais t'auras ta minute à toi après. T'auras ta minute aussi. Alors, me gaspille pas mes secondes. Non, je vais pas défendre les copilotes. Par contre, je vais quand même peut-être parler du sport auto en général et du futur du sport auto. On ne sait pas trop ce que ça va être avec ce qui se passe en ce moment. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que si on veut y retourner rapidement, en tout cas le plus rapidement possible, il faut vraiment que tout soit bien respecté. Et en premier lieu, on parle toujours de ces gestes barrières, de rester bien éloigné, de ne pas sortir si on n'en a pas besoin. Je sais que c'est pas facile, mais c'est ça qui nous permettra de retourner à notre passion. Et sans ça, ça ne marchera pas. Donc voilà, faites attention à vous, faites attention à nous. Nous, on respecte et on pourra revenir faire nos sports passion le plus rapidement possible. GG, à ton tour. Ta petite minute. Je resterai sur ce que dit Mathieu. Effectivement, plus on respecte, plus on arrivera à retourner rapidement à notre passion, à quelque niveau que ce soit. Comment on la vivra après, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions va changer, ça va forcément changer. On a vécu des belles choses. J'espère que l'avenir nous permettra de vivre des choses exceptionnelles. En tout cas, merci de nous avoir donné la parole. C'était vraiment un moment sympathique. Très fier d'avoir pu côtoyer Mathieu, Benjamin et Mathilde. Voilà, c'est une immense fierté et puis un peu d'émotion. Merci, GG. Porte-toi bien en tout cas. Hein, continue comme ça. Benji, allez, ta petite minute. Alors, soit tu nous sors les chronos maintenant pour aller chez le boulanger, tu annonces les temps, ou alors on te laisse... toi aussi, un petit mot pour tous tes copains copilotes, et on sait qu'ils sont nombreux. Non, mais j'aimerais bien aller courir autour de la maison de Mathieu, là, parce qu'il a un chrono intéressant, apparemment, sur ses 16 km.
courir ou faire du vélo. Je sais pas ce que tu as fait, Mathieu. Alors, je me suis laissé dire que Mathieu Baumel avait un temps scratch avec une tondeuse. Alors, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Ah oui, c'est ma deuxième passion. Quand je rentre à la maison, le premier truc que je fais, c'est tondre le jardin. Ah bah ouais. Bah, moi, j'ai pas arrêté depuis 3 semaines. Tous les jours, je tond le jardin. Je sais pas pourquoi, mais non, mais comme disait Mathieu, effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui, voilà, je pense que c'est important de rester à la maison, de sortir le moins possible, de respecter les règles, même si effectivement c'est chiant, même s'il faut faire les devoirs des enfants tous les jours le matin, même si, je pense que c'est une chose voilà, dont qui nous est jamais véritablement arrivé aujourd'hui, et voilà, donc c'est important de respecter les choses pour qu'on revienne au plus vite, pour que les passionnés puissent revoir des voitures de course au bord de la route ou sur des circuits de Formule 1 ou sur des grands prix ou même dans des stades de foot, qu'on puisse ressortir tous ensemble et boire l'apéro tous ensemble, voilà, et aller chez Mathieu faire le chrono à vélo par exemple. Vous êtes les bienvenus. Voilà, et ben écoute, on viendra avec plaisir. Mathilde, on te laisse le mot de la fin. C'est pas toujours le plus facile, hein, le mot de la fin, mais toi aussi, tu as droit à une petite minute où tu vas pouvoir évoquer justement cette passion de copilote et bon, peut-être des messages à d'autres amis. C'est gentil. Je pense que les garçons ont bien résumé ce qu'il faut respecter. Et puis, je pense que par la suite, le déconfinement, il faudra aussi également respecter toutes les règles qui seront mises en place. Parce que là, on est en confinement, mais le déconfinement sera aussi, je pense, bien à respecter en termes de règles. Et puis, on se retrouvera sûrement en septembre, je l'espère, pour rouler. Et voilà. Donc, c'était un très bon moment. Je vous remercie. Merci beaucoup à toi. Moi, j'ai juste envie de dire que le sport mécanique, ce n'est qu'une passion, mais j'aimerais vraiment bien qu'on soit tous solidaires quand ça va reprendre. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tout le monde. On vous donne rendez-vous lundi à 11h pour Confine Live. Ça marche. Merci, à lundi. Merci à vous. Ah bah. Merci.